Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tout nouveau live, dernier espoir pour le Bitcoin. On va voir deux scénarios, un qui va nous emmener à la rue et l'autre potentiellement qui peut nous sauver. Donc c'est l'objectif de ce live, voir un petit peu ces deux scénarios, l'un qui sera en daily, l'autre en H4 et qui nous donne deux indications assez différentes. Donc tout au long du live, n'hésitez pas à réagir justement à ces deux scénarios qu'on va voir. Est-ce que vous validez le premier? Est-ce que vous validez le deuxième? Est-ce que vous êtes incertain? J'attends vos réponses évidemment dans l'espace commentaires. Évidemment, on fera un tour aussi d'analyse technique et bien sur d'autres crypto-monnaies, certains altcoins intéressants à surveiller en ce moment. Et il y aura évidemment de la prise de position en direct. On terminera évidemment le live par quelques petites actualités intéressantes que j'aurai à vous partager. Évidemment, comme d'habitude, si vous ne pouvez pas suivre le live en intégralité, je vous invite à venir voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur YouTube comme d'habitude. Et pour toutes les personnes qui sont justement en train de visionner ça sur YouTube, je vous invite à vous abonner et lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, maintenant que tout le monde est réuni, on va pouvoir commencer. Pour ceux qui sont sur TikTok, je vous invite à me balancer un maximum de likes sur le live en tapotant sur votre écran. Et pour ceux qui sont sur Twitch, bienvenue. Et puis, je vous invite à poser vos questions tout au long du live. Alors, évidemment, quand je suis comme ça en train de discuter, je ne vais pas forcément, et d'expliquer, je ne vais pas forcément trop répondre aux questions. Mais vous inquiétez pas, je ferai quelques petites pauses tout au long du live pour justement répondre à vos différentes questions. Ok, on peut commencer. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un marché rouge aujourd'hui, à part quelques altcoins qui performent plutôt bien. On peut penser notamment au Luna qui prend 5% ou quasiment 6%, alors que tout le marché est globalement en train de perdre moins 2, moins 3%. Donc déjà, première chose intéressante du côté du Luna. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un Bitcoin donc, qui est encore et toujours sous les 40 000 $, même s'il a réagi un petit peu aujourd'hui en repassant au-dessus des 39 000. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien évidemment, on est repassé dans un niveau de peur extrême, comme vous le voyez juste ici, avec un indice qui est à 23, pas étonnant du tout, étant donné la situation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que du côté des marchés financiers traditionnels, S&P 500, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, on a cassé un support très important, et on le sait, Bitcoin est très corrélé à ces marchés financiers traditionnels, donc forcément, la chute est un petit peu entraînée à cause de ça, tout simplement. Je vous l'avais expliqué la semaine dernière, c'était notamment dû aux déclarations de la Fed. Du côté du marché français, eh bien les élections présidentielles, en tout cas le résultat des élections présidentielles hier soir, n'a pas du tout aidé le marché à se stabiliser. On reste dans une situation assez particulière et potentiellement baissière dans les mois à venir. Donc voilà un petit peu pour faire un premier point sur l'ensemble des marchés financiers. Comme je vous le disais sur Bitcoin, on va donc identifier deux scénarios, un plutôt pessimiste, un plutôt optimiste. Le premier, c'est celui que je vous présente depuis maintenant quelques jours en daily, qui présente tout simplement une cassure par le bas, juste ici, de ce pattern. On est donc passé sous le support des 40 000 $ et sous le pattern. Ainsi, selon moi, suite à cette cassure, on devrait donc venir chercher dans un premier temps les 37 000 $ et dans un deuxième temps le bas du pattern vers les 35 000 $. Ça, ce sont les deux targets de cassure à la baisse si on prend en compte ce premier scénario. Donc scénario baissier en daily. Maintenant, on va voir qu'il y a un deuxième scénario qu'on peut identifier et cette fois-ci en H4. Je vous l'ai tracé juste ici en vert. C'est cette fois-ci un pattern d'élargissement symétrique de creux. Et là, si on regarde ce pattern, eh bien on se rend compte qu'on a parfaitement rebondi justement sur cette zone. Cette zone qui est placée juste sous la trendline du premier pattern daily qu'on avait vu juste avant. Et là, si on prend ce scénario-là, eh bien on se rend compte qu'en fait, tout n'est pas perdu et qu'on pourrait potentiellement réintégrer le pattern daily en remontant au sein de ce pattern H4. Donc, c'est une première chose intéressante. Maintenant, ça ne va pas être une mince affaire parce qu'il va y avoir ces trendlines ainsi que le support, enfin maintenant la résistance des 40 000 $ qu'il va falloir repasser. Mais c'est quelque chose de plutôt intéressant. Donc, à surveiller vraiment attentivement. Ce scénario aussi qui contrebalance en fait avec le scénario précédent. Donc là, ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on prend en compte uniquement le pattern daily et dans ce cas-là, on est baissier et objectif 35 000 $? Est-ce que deuxième choix, on prend en compte uniquement le pattern H4 et dans ce cas-là, on est haussier, objectif retour aux 43 000 $? Ou alors, troisième choix, et peut-être le plus pertinent, on prend en compte ces deux patterns. Donc, ce qui veut dire qu'on surveille potentiellement un retour sur le bas du pattern H4 qui nous indiquerait plutôt qu'on garderait le scénario 1. Ou alors, si on s'attaque assez rapidement à la résistance des 40 000 $,
on privilégierait donc le scénario 2 d'un potentiel retour aux 43 000 $. C'est pour ça que les prochaines heures et les prochains jours vont être réellement décisifs, puisqu'on va du coup savoir quel scénario va être mis en place. Le premier baissier en daily ou le deuxième plutôt haussier en H4. Bon, personnellement, ce que je peux dire, c'est qu'on reste quand même dans une situation très instable économiquement et financièrement sur l'ensemble des marchés financiers. On a en plus de ça un manque de volume et de liquidité sur le marché avec très peu de volatilité ces derniers jours, ce qui ne va pas forcément nous aider. Donc voilà plusieurs petits indicateurs qui font que peut-être que le scénario numéro 1 serait à privilégier. Maintenant, encore une fois, rien n'est fait. Bref, voilà pour cette première partie sur Bitcoin. On va pouvoir regarder désormais ce qui se passe du côté d'Ethereum. Lui, Ethereum, il y a plusieurs choses assez intéressantes. Vous voyez que j'ai un petit peu annulé les scénarios que j'avais identifiés les dernières semaines sur Ethereum parce que voilà, je considérais qu'on avait changé de situation et on rentrait dans quelque chose d'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je retraçais le pattern daily, le gros triangle ici de compression en daily, que j'avais tracé il y a un certain moment. La courbe jaune que vous voyez là-haut, pour vous montrer rapidement, c'est tout simplement le haut du pattern weekly. Alors là, je ne sais pas pourquoi, la partie basse s'est effacée. Donc en fait, il y avait ce pattern aussi en weekly, donc qui est un pattern d'élargissement symétrique ascendant, dans lequel on est depuis un moment. Donc c'est ça que vous voyez et que vous avez vu juste avant en daily. Donc là en daily, j'ai retracé du coup ce pattern que j'avais identifié il y a quelques mois. Et là j'ai tracé un autre pattern intéressant qui est un canal ascendant. Donc là la première chose à dire, c'est qu'on a cassé le premier triangle ici par le haut qui nous a permis de venir chercher les 3500 $. Et désormais on évolue au sein de ce canal ascendant. Canal ascendant mais au sein d'une tendance baissière. On pourrait donc se demander si ce n'est pas tout simplement un bear flag qui pourrait nous ramener plus bas. Et j'en profite pour vous dire qu'on a exactement la même chose sur Bitcoin. On est dans une tendance baissière avec un canal ascendant qui devrait probablement, dans la théorie, puisque en théorie, ce genre de figure, ce genre de pattern qui est un bear flag, est un pattern de continuation baissière. Donc maintenant, attention, voilà, c'est pas anodin ce que je vous dis là, ça rajoute peut-être un petit indice pour savoir quel scénario privilégier. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Ethereum. Maintenant, là, pour l'instant, on est encore bien protégé par le nuage d'Ishimoku en daily, comme vous voyez ici. On va avoir ensuite cette grosse zone de support au niveau des 2800 $, qui va être une zone essentielle. Par contre, si on était amené à venir travailler sur le bas ici du pattern, il faudrait être extrêmement prudent au cas où, ou si on avait tout simplement une cassure par le bas, et donc on validerait le scénario de bear flag. On va passer désormais du côté du Apecoin dont on parle et qu'on surveille énormément en ce moment. Apecoin qui continue tout simplement son avancée en découverte de prix. Donc là, très intéressant. Félicitations d'ailleurs à tous ceux qui s'étaient positionnés à la cassure de ce triangle de compression en H4. On continue tout simplement notre découverte, notre avancée. Objectif 25 $ d'ici les prochaines semaines, selon moi, pour le Apecoin, qui est une crypto très intéressante. GMT est dans une situation similaire, même s'il a un petit peu plus de mal ces derniers jours. On avait ce triangle de compression en H1 sur lequel on a eu un petit peu de mal à se positionner puisque la cassure n'a pas été nette du tout. Et en fait, on a tout simplement prolongé ce triangle de compression de cette manière-là. Donc là, en fait, on le retrace un petit peu. Et vous voyez que du coup, on va avoir une cassure beaucoup plus loin. Donc là, ça va toujours être intéressant de se positionner. On va peut-être d'ailleurs pouvoir choper un meilleur prix d'entrée, peut-être plus au niveau des 3,40 $, et ce qui nous permettrait de venir chercher, toujours, je le rappelle, alors excusez-moi, j'ai fait une petite erreur de manip, hop, ce qui nous permettrait toujours de venir chercher ici les 4 $ dans les prochaines semaines. L'objectif serait donc réalisé, et ça permet en plus d'avoir un ratio risque-récompense sur le trade de 3,24, ce qui est tout à fait correct. Ensuite, on va pouvoir regarder ce qui est en train de se passer sur le XRP, puisque là aussi on a des choses très intéressantes. Alors excusez-moi, je me mets en daily, voilà. XRP, lui qui est toujours en train d'évoluer au sein de ce triangle tout simplement de compression qu'on pourrait presque identifier comme un falling wedge, donc comme un pattern de retournement de tendance haussier, ce qui serait très intéressant. L'objectif serait ainsi de prendre position à la cassure de ce pattern, mais avant ça, il faudrait selon moi attendre la cassure de cette résistance ainsi que du nuage d'Ishimoku. Donc le prix d'entrée tout simplement sera à ajuster, à préciser en fonction d'où se fera la cassure. Pour le moment, vous voyez qu'on en est loin, puisqu'on semble plutôt se diriger vers un retest de la trendline basse du pattern sur le XRP.
En tout cas, en termes de prise de position, si on était amené à retourner la situation et à casser assez rapidement, l'objectif serait donc de rentrer avec des targets, des premières targets en direction des 1,10$ et un stop loss assez serré juste ici au niveau du support des 73 centimes, ce qui nous permettrait d'avoir un ratio risque de 2,29 sur le trade, ce qui est ultra intéressant. Évidemment, dans un deuxième temps, l'objectif sera d'aller chercher un deuxième take profit vers le haut du pattern, cette fois-ci vers les 1,30$. Je rappelle que XRP est toujours en procès avec la SEC. Globalement, on a plutôt des bons retours, des bonnes news venant du procès, puisque visiblement le XRP et l'entreprise Ripple semblent mettre en difficulté les accusations de la SEC dans le procès. Donc on a plutôt quelque chose d'assez intéressant. On va terminer cette première partie analyse avec cette dernière crypto, le VET, qui est en train d'évoluer lui aussi dans un canal ascendant qui s'apparente du coup à une situation de bear flag. Donc là, attention, l'objectif va être de surveiller la potentielle cassure de ce pattern. Dans ce cas-là, on pourrait prendre une position de cette manière, donc avec un take profit sur le bas du pattern au niveau des 0,03850 et un stop loss assez serré que je placerai personnellement juste ici à l'entrée du pattern. Ça permet là aussi d'avoir un très bon ratio risque-récompense, 2,35. Évidemment, je ne place pas mes stop loss au hasard. Je vous rappelle, utilisez toujours bien les outils de Fibonacci, notamment le retracement et la prolongation, qui va vous permettre justement d'être beaucoup plus précis dans vos prises de position. Voilà, évidemment, tout ça est à adapter en fonction de l'endroit de cassure, au moment où on fera la cassure. Et attention, je peux vous conseiller aussi de bien attendre qu'on fasse un petit pullback, puisque généralement, effectivement, c'est ce que fait le marché. Donc, c'est-à-dire qu'on vient tenter la cassure, boum, pullback sur la trendline pour venir en fait liquider tous ceux qui étaient en short. Et après, on vient chercher les targets. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous laisser un petit peu plus de marge avec votre stop loss pour éviter de subir l'absorption de liquidité. L'absorption de liquidité, c'est par exemple une mèche comme ça qui va venir chercher la liquidité, les stop loss des personnes qui sont entrées en position. Et puis après, on suit la tendance qu'on avait identifiée. Voilà un petit peu pour cette première partie de live. N'hésitez pas à poser vos questions. On va désormais passer sur de la prise de position en direct. Donc là, je vais prendre mon téléphone parce que du coup, je vous avais noté quelques petites choses intéressantes. Donc je prends mon deuxième téléphone pour ceux qui sont sur le live, TikTok, pardon. Et là, du coup, on va pouvoir regarder un petit peu différentes opportunités qui s'offrent à nous. La première chose qu'on va regarder du coup que j'avais noté, c'est tout simplement... Alors attendez, je reprends ça. Hop. Le sand. Hop. Alors, on va regarder du côté du sand, le sand qui est juste ici. Ok. On va regarder en H1. Et là, on semble avoir déjà une première chose assez intéressante. Donc là, déjà, je vais supprimer l'ancienne prise de position. Qu'est-ce qu'on va pouvoir identifier ici sur le sand? Plusieurs choses intéressantes. Déjà, vous voyez que, première chose à identifier, on est sur une tendance baissière. Ensuite, on va pouvoir potentiellement tracer ici un pattern assez intéressant selon moi. Donc une sorte de biseau descendant, tout simplement. Donc plutôt un pattern qui est censé casser par le haut. Généralement, on a plus de probabilité de venir casser par le haut. Donc là, deux solutions. La première, donc si on prend en compte ce biseau descendant, ça va être tout simplement d'attendre la cassure du biseau et du nuage pour venir prendre position. Alors moi, je placerai des premières targets à ce niveau-là. Un stop loss assez serré au niveau juste ici du support. Et on pourrait prendre une première position de cette manière. Là, on a un ratio risque-récompense de 2,35, très intéressant. Dans un deuxième temps, l'objectif, venir chercher le haut du pattern. Donc là, ok, plutôt intéressant. Sur le sand, déjà une première chose qu'on peut identifier et qu'on peut noter. Donc une première idée de trade. Maintenant, on voit qu'ici, à plus court terme, on a autre chose. On semble avoir une légère situation de bear flag. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour regarder ça, on va se mettre plutôt en M15. Et là, donc, on est bien dans une tendance baissière, canal haussier au sein de cette tendance baissière, ce qui, comme je l'ai rappelé juste avant, généralement est un pattern de continuation baissière. Donc là, l'autre solution, et l'autre prise de position qui va être potentiellement intéressante, c'est cette fois-ci à la cassure de ce pattern en M15 qui pourrait nous permettre de venir chercher justement le bas du biseau descendant en H1. Donc deux idées de prise de position. Donc la première chose à faire dans un premier temps, ça va être surveiller cette situation en M15. Est-ce qu'on vient casser ce pattern et dans ce cas-là on rentre en short? Et si ce n'est pas le cas, alors on va surveiller plutôt la situation en H1 avec la potentielle cassure de ce biseau descendant. Voilà une première idée.
que je vous transmets, que je vous partage. Alors évidemment, ce n'est pas du conseil en investissement. Faites vos propres recherches, regardez bien la situation, regardez bien ce que vous en pensez. Mais selon moi, on a ici deux prises de position qui peuvent être intéressantes. Une à très court terme et une un petit peu plus à moyen terme en fonction justement de si le scénario court terme se réalise ou non. Voilà donc une première chose. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors, je reprends tout simplement les autres choses que je vous avais notées. On va passer tout de suite sur le ZIL. Hop là. Donc le ZIL que vous pouvez échanger contre de l'USDT, tout simplement, sur Binance. Alors, on va se mettre pour ça en M15 et là, on va pouvoir identifier plusieurs petites choses intéressantes. Alors non, je vais peut-être rejeter plutôt en H1 de cette manière. Et là, on va se rendre compte qu'on a un petit peu une situation qui ressemble en fait à la précédente. Même si cette fois-ci, ça ne va pas être exactement un Biseau descendant, mais plutôt un falling wedge, selon moi, qu'on va pouvoir identifier ici en H1. Donc là, encore, c'est un pattern de retournement de tendance haussier. Donc là, on va clairement, à moyen terme, avoir une prise de position potentiellement intéressante en long. L'objectif, bien attendre la confirmation de cassure de ce triangle, enfin de ce pattern, ainsi que du nuage. Donc là, encore une fois, le prix d'entrée sera ajusté. L'objectif sera dans un premier temps de venir chercher ici cette résistance au niveau des 12 centimes et dans un deuxième temps, de venir chercher le haut du pattern. Donc on va rester sur la première target. En termes de stop loss, moi personnellement, je me placerai juste ici à l'entrée du pattern, ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,85, ce qui est extrêmement intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur le ZIL, qui est selon moi plutôt intéressant. En plus de ça, comme vous le voyez juste ici, on semble être sur un niveau de support assez intéressant, zone sur laquelle on était déjà venu rebondir il y a à peu près il y a quelques mois, pardon. Enfin il y a quelques mois même pas. On était fin mars, tout simplement. Donc, zone sur laquelle on était déjà venu rebondir et ce qui pourrait nous aider justement à casser cette zone en H4. En plus de ça, si on venait chercher les targets qu'on vient d'identifier en H1, ça nous permettrait de repasser au-dessus du nuage d'Ichimoku et donc potentiellement d'identifier un deuxième scénario haussier, cette fois-ci en direction des 16 centimes. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs prises de position qui peuvent être aussi très intéressante selon moi sur le ZIL en H1 et en H4. C'est pour ça que c'est très intéressant et très important quand vous analysez de bouger, de changer d'unité de temps pour voir un petit peu les différentes choses qui vont s'offrir à vous, les différentes opportunités qui vont s'offrir à vous. Voilà un petit peu la situation. Alors, en termes de prise de position, on va regarder une dernière chose, on va revenir sur le Ape. Le Ape, comme je vous l'ai dit, qui continue sa découverte de prix. Comme on l'a regardé tout à l'heure en H4, je vais me remettre correctement. Le Ape qui continue sa découverte de prix. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, découverte de prix? Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus du tout de structure, tout simplement graphique, dans le passé qui sont en place. Donc, c'est-à-dire que de manière graphique, structurellement, on ne va plus avoir de structures justement qui vont nous limiter, qui vont nous bloquer et qui vont pouvoir faire potentiellement office de résistance. Maintenant, il y a quand même quelques petites choses assez intéressantes à dire. C'est que là, on arrive sur une zone où on avait fait un plus haut très intéressant dans une deuxième partie après le listing. Vous voyez qu'on était remonté et on avait fait ici un plus haut. Donc symboliquement, ça peut être potentiellement une zone où les vendeurs vont peut-être reprendre un petit peu le dessus. Parce que c'est une zone où potentiellement certaines personnes vont commencer à prendre un petit peu de profit. Maintenant, selon moi, ça va être surtout ce deuxième pic là-haut qui sera beaucoup plus intéressant à surveiller. Mais ça, on a encore de la marge. Donc là, attention, quel schéma on va mettre en place tout simplement sur le Ape? On voit que de toute façon, on est bien protégé par la Kijun, par la Tenkan, par le nuage d'Ichimoku. Mais on semble peut-être mettre en place un scénario particulier qui se ressemble peut-être, non j'allais dire un W, mais pas du tout en fait. Pas du tout, on en est extrêmement loin. Donc non, là personnellement sur le Ape, ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment faire du scalping parce qu'on est en découverte de prix. Donc c'est-à-dire que là, vraiment sur le Ape, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre à très court terme et puis saisir les différentes opportunités que vous avez ici. Ok, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est en découverte de prix, donc on est en tendance haussière. Donc je vous le rappelle, trader la tendance, gardez cet esprit-là qu'il faut trader la tendance haussière. Là en plus, ce qu'on pouvait voir et identifier en M15,
c'est qu'on a validé totalement ce double bottom, donc très très intéressant. Ici en bleu, hein, le W qui est un double bottom, et donc en plus ce qui nous a permis de casser le nuage d'Ishimoku en M15 par le haut. Donc là clairement, on devrait continuer cette tendance haussière dans les jours à venir. Voilà, après on semble être un petit peu dans une sorte de range hein, en M15 hein, sur le ape, hein, on voit qu'on a une volatilité qui s'est un petit peu atténuée, même si au sein de ce range, on a quand même des variations de prix assez intéressantes qui permettent de prendre un certain nombre de positions. Voilà, je vais faire une petite pause. Globalement, en fait, tout simplement pour répondre à vos questions, parce que je pense que vous en avez posé pas mal. Donc, je vais regarder un petit peu les questions que vous m'avez posées, notamment sur TikTok. Et après, on va continuer le live, tout simplement. Alors, je vais essayer de reprendre vos questions depuis le début. Je pense qu'il y en a eu pas mal. Salut Ryan, salut Marianne, salut Arès, salut Jérémy, salut Chris. Faut pas rêver, il n'y aura pas de rebond avant les 37 000 $. Alors moi, je suis plutôt de cet avis-là aussi, Arès. Maintenant, on voit qu'on a un deuxième scénario potentiellement qui peut se mettre en place. En tenant compte des volumes et des conditions actuelles du marché, c'était bien qu'on va en bullish. Alors, là, tu viens de dire deux choses totalement contradictoires. Arès, je comprends pas trop ton avis du coup. Un coup, tu me dis qu'on va pas avoir de rebond avant les 37 000 et là, tu me dis qu'on est totalement bullish. Je veux bien que tu détailles un peu ta pensée. VET, on a regardé tout à l'heure ce qui se passait. Flux très intéressant, je vous en avais parlé au tout début de l'année. Une des cryptos les plus intéressantes selon moi. Salut Dom. Très intéressant le VET, effectivement. Le TH a bien pump. J'ai vu que tu avais fait un joli trade Dom. D'ailleurs, félicitations à toi. Alors les cryptos, quand je les analyse, vous pouvez voir en haut à gauche de mon écran et en bas à droite laquelle je suis en train d'analyser. Il faudrait investir là maintenant. Moi, je vous conseillerais d'attendre un petit peu, mais je pense qu'on va être dans des zones de rechargement très intéressantes à venir. On pourrait tracer ce genre de pattern tous les jours. Et effectivement, Paul, il y a certains patterns qui reviennent très régulièrement sur le marché et que vous pouvez tracer quasiment tous les jours. Polygon, Polygon très intéressant. C'est chiant à comprendre. Bah, pourtant, j'essaye d'être le plus simple possible, Paradomaine. Ah, ok, excuse-moi, Arès. Je me disais que ta pensée est un petit peu particulière. Jasmine, ça m'intéresse pas du tout personnellement. Je trouve pas ça intéressant. Ad0, même chose. C'est pas des cryptos qui m'intéressent plus que ça. C'est pas des projets qui m'intéressent plus que ça. Voilà, après, c'est pas pour ça que c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose de mauvais. Mais personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Deux petites actualités qu'on va regarder désormais pour terminer justement ce live. La première chose à dire, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous l'ai partagé aujourd'hui sur Discord, c'est tout simplement la France-Afrique. Quelle erreur. La Centrafrique tout simplement qui va désormais accepter l'utilisation des crypto-monnaies. Alors pourquoi c'est une très bonne chose? Parce qu'on le sait, l'Afrique est vraiment... une grosse ressource, on va dire, d'utilisation des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a beaucoup d'utilisateurs de crypto-monnaies. Les gens aiment ça, les gens les utilisent, les gens comprennent l'utilité de ces crypto-monnaies. Et alors, pourquoi? Eh bien, c'est notamment le fait que, voilà, comme vous le savez, l'Afrique, c'est un continent qui a été énormément colonisé, notamment par nous, les Français. Et cette colonisation, une fois qu'elle a été terminée, on a mis en place ce qu'on appelle la France-Afrique. Donc c'est-à-dire qu'on a implanté le franc CFA, donc en fait qui était une monnaie qu'on contrôlait, et du coup tous ces pays-là, ils étaient totalement dépendants financièrement de certains pays européens, et notamment de la France. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui comprennent justement que ces crypto-monnaies-là, ça peut être une porte de sortie, comme peut l'être le Bitcoin pour les pays d'Amérique latine vis-à-vis du dollar. Donc là, on a une news très intéressante venant de Centrafrique. Donc cette autorisation en fait d'utilisation pour tous les utilisateurs là-bas va permettre une démocratisation et une adoption vraiment massive des crypto-monnaies selon moi sur le continent africain. Donc là on a vraiment une très bonne nouvelle. L'autre chose que je voulais vous partager, l'autre actualité qui me semblait très intéressante à partager aujourd'hui, c'est que ça devrait être officialisé très prochainement. Elon Musk devrait être sur le point en fait de tout simplement devenir l'acquéreur de Twitter. Donc je rappelle qu'Elon Musk avait il y a quelques semaines acheté environ à peine 10% des actions de Twitter et il a fait une nouvelle offre la semaine dernière en voulant acheter 100% des actions de Twitter. Donc là visiblement ça s'accélère un petit peu. Apparemment le conseil d'administration de Twitter
est un petit peu sous pression. Et bien Elon Musk, lui, de son côté, justement, rajoute un petit peu de la pression en essayant de les faire accélérer. Donc, il devrait visiblement acheter tout simplement 100% des actions Twitter. Donc là aussi, c'est quelque chose de très intéressant parce que même si Twitter s'est déjà bien ouvert aux crypto-monnaies et notamment aux NFT, on sait qu'Elon Musk est un fervent supporter justement de ces crypto-monnaies-là et il pourrait donc les intégrer de manière vraiment totale et complète et bien tout simplement à Twitter. Donc c'est une chose aussi très intéressante, on va suivre dans les prochains jours ce que ça va donner. En tout cas, ce genre de news pourrait aussi peut-être un petit peu porter le marché parce que voilà, on sait que les news venant d'Elon Musk, généralement, elles aident un petit peu le marché. Donc potentiellement, ça pourrait avoir un léger impact. Donc on va surveiller tout ça dans les prochains jours. Alors, pourquoi je suis en train de tracer ça? Aucune idée. Donc voilà, ces deux petites actualités avec la Centrafrique et Elon Musk qui me semblaient intéressantes à vous partager. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, puisque oui, on arrive à la fin de ce live, je vous invite à aller voir la rediffusion comme d'habitude sur la chaîne YouTube que je vais vous poster juste après. Pour toutes les personnes qui veulent des whitelists pour le projet NFT, Troll Club NFT, je vous le rappelle, je vous ai mis le lien sur Discord, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, c'est un projet qui a, selon moi, beaucoup de potentiel. Voilà, je rappelle évidemment que toute cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. J'essaye de vous apporter un maximum de connaissances, de compétences et de contenu. N'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est désormais ouvert à tous. Le lien est dans la bio. Et puis pour tous les autres, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.